Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui sera aujourd'hui consacré aux finances, et en particulier aux finances d'entreprise expliquées aux collaborateurs. Alors, démarrons la vidéo. Alors, aujourd'hui, les finances expliquées aux collaborateurs et comment, en particulier, mobiliser vos collaborateurs autour de la performance financière de votre entreprise. Je pense que ça peut servir de très bonne base, de colonne vertébrale, en quelque sorte, à la construction et à la réalisation d'un plan d'action pour l'entreprise. Alors, que va-t-on voir ce matin dans le cadre de ce sujet? On va aborder 4 aspects des finances d'entreprise, à savoir les marges, les profits, la trésorerie et quelques exemples d'actions et d'indicateurs. Alors, nous avons prévu un créneau d'1 heure à peu près pour faire loger tout ça. Autant vous dire que sur une session finance d'entreprise, 1 heure nous permettra d'aborder les grands concepts. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous les présenter de manière à ce que vous puissiez aussi les présenter auprès de vos collaborateurs. Donc, ce sera une introduction à la finance et bien sûr, je souhaite vivement que vous ayez envie d'aller plus loin et que vous ayez envie d'approfondir tous ces concepts-là. Alors, voilà, pour mémoire, moi je suis Jimmy Beto, coach d'affaires. J'accompagne les dirigeants d'entreprise dans la structuration et dans le développement de leur activité. Je le fais depuis 10 ans au sein du réseau Action Coach. Qui propose de nombreux outils justement pour aider à mettre en place des plans de structuration, des plans de développement et gagner en efficacité pour avoir des entreprises plus performantes et pour gagner en qualité de vie. Alors, reprenons la présentation et rentrons directement dans le vif du sujet. En sachant que les concepts que je vais aborder ce matin, je les tire d'un exemple concret d'une entreprise avec laquelle j'ai travaillé il y a quelque temps. Et cette entreprise me semble avoir les caractéristiques idéal pour pouvoir servir d'exemple de cas d'étude. Alors, j'ai changé le nom. On l'appellera pour les besoins de l'exercice l'entreprise Tout en Faire. J'ai aussi affiné les chiffres, je les ai simplifiés voilà, pour les besoins pédagogiques de l'exercice d'aujourd'hui. Alors, l'exercice Tout en Faire est une entreprise du secteur du bâtiment, métallerie, donc avec des problématiques intéressantes, notamment d'achat de matières premières, de valorisation de la matière première, et puis après de production, de vente et de récupération des règlements clients. Donc une entreprise de production tout à fait classique qui me semblait intéressant de prendre aujourd'hui comme exemple. Alors, on va partir de l'année N. Sur l'année N, on a quelques éléments financiers tirés du compte de résultats. Et ces éléments financiers nous amènent à voir que l'entreprise réalisait un chiffre d'affaires d'1 200 000 euros, dégageait une marge brute de 900 000 euros, une valeur ajoutée de 400 000, un excellent brut d'exploitation de 65 000, un résultat d'exploitation de 15 000 et au final un résultat net de 10 000. Alors tous ces chiffres-là nous donnent peut-être une information sur la taille de l'entreprise. On voit que c'est une entreprise qui fait à peu près 1 million d'euros, qui faisait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais ça ne nous donne pas beaucoup plus d'informations sur la performance financière de l'entreprise, parce que ces chiffres-là, dans l'absolu, voilà, restent vagues. Donc, on va voir comment on va pouvoir approfondir tout ça. Donc, l'entreprise Tout en Faire, sur ce niveau de chiffre d'affaires, à une dizaine de personnes au total. Donc, voilà, entreprise de 10 personnes sur 1 million de chiffre d'affaires. Alors, en parallèle du compte de résultat et des soldes intermédiaires de gestion qui sont présents dans le compte de résultat, on a aussi l'actif et le passif qui viennent du bilan. Donc, c'est l'autre document de synthèse qui est classiquement fourni par la comptabilité sur les entreprises, avec là encore des informations sous forme de chiffres, voilà, qui nous donnent un aperçu, là encore, relativement vague de l'entreprise, puisqu'on a des capitaux propres à 175 000 euros, des dettes financières à hauteur de 150 000,
des dettes d'exploitation, des créances, des stocks, un actif immobilisé et des disponibilités. Alors malgré tout, on peut être alerté là par deux éléments principaux, les disponibilités à zéro. Donc, on a une entreprise qui termine son exercice comptable avec 0 € en compte en banque. Donc, on se dit, bon, ça veut dire qu'il y a quand même malgré tout un point de difficulté ou tout au moins un point de vigilance. On voit aussi que le montant des créances est assez conséquent parce que c'est 600 000 € de créances clients. Donc, ce sont des clients qui doivent régler l'entreprise et qui n'ont pas encore réglé leurs factures. Et si on compare comme ça 600 000 € de créances clients par rapport à un chiffre d'affaires d'1,2 million, on voit que la moitié du chiffre d'affaires se retrouve dehors sur le compte client. Donc, on peut se dire, en regardant ces documents comptables, que l'entreprise, même si elle fait un résultat, on ne sait pas si c'est un bon résultat, un mauvais résultat, un très mauvais résultat ou un résultat moyen. Et puis, par contre, on se dit qu'en termes de trésorerie, c'est peut-être un petit peu juste avec sans doute des difficultés clients. Bon, ça nous donne déjà un premier niveau d'information, mais ce n'est pas suffisant. Et en l'occurrence, est-ce qu'on peut juger, est-ce qu'on peut établir un diagnostic en disant la situation de tout en faire est-elle satisfaisante ou pas? Eh bien, bien sûr que non. Et on va voir ce matin quels sont les éléments qu'on va pouvoir ajouter et mettre dans la balance pour pouvoir en tirer des conclusions sur la situation financière de l'entreprise et aussi en tirer des idées sur des actions possibles qui pourront être mises en place au niveau de l'entreprise. Vous allez voir que ces actions sont nombreuses et vous allez voir aussi qu'elles concernent l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Et c'est en ce sens que décrire et expliquer la situation financière de l'entreprise est un moyen, sinon le moyen ou l'étape incontournable à mettre en œuvre auprès de l'équipe pour pouvoir mobiliser l'ensemble des collaborateurs et améliorer cette performance collective. Alors, les soldes intermédiaires de gestion sont déjà nous fournissent déjà des données qui sont des données calculées à partir du compte de résultat. Et pour clarifier un petit peu d'où viennent ces chiffres, j'aime bien partir de la description des soldes intermédiaires de gestion à travers le schéma du camembert ou du gâteau. Le gâteau dans son intégralité représentant le chiffre d'affaires total que réalise l'entreprise, quelle que soit l'entreprise. Donc, sur une année comptable, l'entreprise réalise tant de chiffre d'affaires. Je vous rappelle que pour tout en faire, c'était 1,2 million. Et ce chiffre d'affaires doit générer un flux financier qui va nous permettre, en retour, de régler un certain nombre de factures, de régler un certain nombre de dettes, et puis au final, si tout se passe bien, de pouvoir se rémunérer et d'en garder une partie pour nous, en tant que propriétaires de l'entreprise, ou pour les associés ou sociétaires, dans le cas d'une entreprise dont le capital est partagé entre plusieurs. Donc, premier élément, quand on réalise un chiffre d'affaires, eh bien, il y a une production, que ce soit des biens ou des services, et il y a toujours une production avec achat de matières premières. Alors, quand on produit un bien, par exemple, là, des structures métalliques, dans le cas de tout en faire, eh bien, on va bien sûr acheter de la matière première, des poutrelles, des plaques, des éléments qui seront nécessaires à la production. Quand on a une entreprise de service, on va acheter beaucoup moins de matières premières, mais on va quand même en acheter. Il peut y avoir des éléments qu'on va utiliser, des documents de travail pour les clients. Donc voilà, quel que soit le secteur d'activité, une partie du chiffre d'affaires sera utilisée pour acheter ce qu'on appelle les consommations hors taxe, donc les matières premières, les marchandises, les éléments qui servent directement à la réalisation, à la production de nos biens ou de nos services vendus. Donc, quand on soustrait le chiffre d'affaires, quand on soustrait les consommations hors taxe du chiffre d'affaires, eh bien, ce qui reste, c'est la marge brute. Donc, on voit que pour améliorer le niveau de marge brute, eh bien, il faut maîtriser ou réduire les consommations hors taxe. C'est le premier élément. Une fois qu'on a réglé ce qui est directement en lien avec ce qu'on produit, il va y avoir dans l'entreprise aussi un certain nombre d'autres dépenses qu'on appelle les autres achats externes qui portent sur des marchandises non stockées comme
l'électricité, l'eau, un certain nombre d'éléments qu'on va, le carburant pour les véhicules, quand l'entreprise possède des véhicules, un certain nombre d'éléments qu'on va devoir consommer et qui ont un lien indirect avec ce qu'on produit, c'est-à-dire qui sont nécessaires malgré tout pour l'activité de l'entreprise, mais qui ne rentrent pas directement dans la constitution du produit réalisé. Il va y avoir aussi les assurances, il va y avoir un certain nombre d'éléments qu'on va placer. Alors, la sous-traitance va aussi dans cette partie-là et pas dans les consommations hors taxes. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments qu'on va placer dans les autres achats externes et qui vont eh bien, venir réduire la part du chiffre d'affaires disponible. Et quand on soustrait cette part-là donc à la marge brute, eh bien, on obtient la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires moins les consommations hors taxes et les autres achats externes. À quoi sert la valeur ajoutée? Eh bien, dans un premier temps, à régler l'État et les collaborateurs. Et l'État à travers les taxes et les impôts, et puis les collaborateurs à travers les rémunérations, et puis il va y avoir aussi les charges sociales qui transitent également par l'État. Donc la valeur ajoutée nous permet de régler ça. Et une fois qu'on a réglé ça, eh bien, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Et l'excédent brut d'exploitation doit encore nous permettre de financer un certain nombre d'éléments dans l'entreprise, et en l'occurrence, l'outil de production, c'est-à-dire les machines si on a des machines, des logiciels si on travaille avec des logiciels quand on est dans la partie service aux entreprises, par exemple. Donc, un certain nombre d'éléments qui peuvent être acquis en investissement et amortis par la suite. La dotation aux amortissements est financée par l'excédent brut d'exploitation. Et une fois qu'on a déduit de l'excédent brut d'exploitation nos amortissements, eh bien, on arrive au résultat brut d'exploitation. Alors, le résultat brut d'exploitation nous permet par la suite eh bien, de compenser éventuellement des pertes financières, de régler notamment des intérêts d'emprunt. Il peut y avoir des pertes exceptionnelles ou des gains exceptionnels qui viennent après décliner le résultat en différents types de résultats, résultat d'exploitation, résultat courant. Résultat courant avant impôt, et donc sur lequel est calculé l'impôt sur les sociétés, qui doit être financé aussi. Et donc, on déduit l'impôt sur les sociétés du résultat courant et on obtient le résultat net. Donc, vous voyez qu'à la fin, le résultat net représente, bien sûr, ce n'est pas une surprise, une toute petite partie du chiffre d'affaires. Et idéalement, bien, on va faire en sorte d'augmenter en proportion, d'augmenter cette valeur du résultat net, du bénéfice. Et quand on regarde une entreprise, eh bien, on regarde aussi son niveau de bénéfice. Donc, on a vu en l'occurrence que pour tout en faire, on était à 10 000 € de résultat net, avec un certain nombre de charges qui sont réparties sur ce camembert au sein des différents soldes intermédiaires de gestion. Alors, si on revient justement à la situation de tout en faire, on est sur voilà, ce découpage-là. Alors, au début, on a, au début, je pars de la fin, donc au début du graphique, mais on part de la fin, c'est-à-dire qu'on part du résultat net pour les besoins de l'exercice. Donc, on était à 2 000 €, on avait 5 000 € d'impôts sur les sociétés, 50 000 € de dotation aux amortissements, 335 000 € de charges de fonctionnement, donc charges de fonctionnement, charges de personnel, impôts aux taxes. Ensuite, on a 500 000 € d'autres achats et charges externes, donc tout ce qui va être entretien, comme j'ai dit, entretien, assurance, honoraires, carburant, voilà, tous ces éléments-là, les éléments consommables non stockables, électricité, eau, donc tout ça rentre dans les autres achats externes. Et ensuite, on a 300 000 € de matières premières et de marchandises, donc pour arriver à un total de 1 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc, quand on regarde les soldes intermédiaires de gestion sous cet angle-là, on commence déjà à voir qu'il y a certains domaines sur lesquels il va falloir agir et sur lesquels, notamment
toute l'équipe de production va être sollicitée pour pouvoir améliorer la performance financière de l'entreprise, en l'état la rentabilité. Ça peut concerner la qualité des achats par rapport à des négociations qu'on peut conduire avec les fournisseurs. Ça peut concerner la productivité. Ça peut concerner la réduction des coûts de non-qualité en travaillant différemment pour pouvoir faire bien du premier coup. Donc voilà, donc à chacun de ces niveaux des soldes intermédiaires de gestion, en fonction de leur nature, eh bien, on va déjà avoir un certain nombre d'idées. Et quand on discute avec son équipe, en particulier l'équipe de production ou le responsable de production ou son directeur de production, eh bien, on va pouvoir aborder ces différents éléments-là pour que sur l'année à venir, on puisse eh bien, envisager des actions pour améliorer la performance de l'entreprise. Alors, ça nous apporte certes déjà quelques premiers éléments. Ceci étant dit, on reste toujours un petit peu dans le flou. Et pour sortir du flou, il est toujours intéressant de savoir ce qui se fait à côté pour pouvoir avoir quelques points de comparaison. Et en l'occurrence, on peut avoir différentes sources de comparaison. Soit on a des amis qui ont les mêmes ou des entreprises dans le même secteur d'activité et qui sont ouverts à la discussion et au partage et qui nous montrent leurs chiffres et on voit comment on se situe, on discute ensemble et on progresse ensemble. C'est une option. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien, il y a des données qui existent. Dès lors que les éléments comptables sont publiés, on peut y avoir accès via le Greffe ou d'autres sites. En particulier sur Internet, on peut trouver des sites pour collecter ou observer, regarder les bilans et les comptes de résultats de nos confrères et concurrents. Et puis, il y a aussi des données nationales qui sont collectées en particulier par l'INSEE qui permettent aussi d'avoir des tendances et de se situer par rapport aux tendances du secteur d'activité basées sur le code APE, le code NAF de l'entreprise. Et là, en l'occurrence, des éléments qui nous permettent de clarifier si l'entreprise tout en faire se débrouille bien ou pas, eh bien, vont porter sur des ratios. Et on a commencé à regarder les ratios. La valeur ajoutée, on avait vu que la valeur ajoutée avait été, alors je vais y revenir, pour plus de précision, la valeur ajoutée était à 400 000 euros. Et l'excédent brut d'exploitation à 65 000 euros. Dans l'absolu, on ne sait pas si c'est bien ou si c'est insatisfaisant. Et bien, quand on regarde donc, la valeur ajoutée et qu'on fait le ratio par rapport au chiffre d'affaires, eh bien, on voit que l'entreprise tout en faire a une valeur ajoutée sur le chiffre d'affaires d'à peu près 33%. Et l'INSEE nous donne une valeur moyenne des entreprises du secteur à 41%. Et si on regarde un des concurrents ou le concurrent principal qui correspondait à peu près à la zone géographique et à la dimension de tout en faire pour que ce soit vraiment comparable, eh bien, ce concurrent principal était lui sur une valeur de 40%. Donc, on voit déjà que l'entreprise tout en faire est un peu en marge, un peu en deçà d'un niveau de performance moyen ou classique ou réalisable. Ça veut dire qu'il y a forcément des choses à aller chercher pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Alors, si on regarde au niveau de l'excédent brut d'exploitation, ce qui permet d'éliminer des comparaisons qui portent notamment sur les salaires, puisque on a, dans les soldes intermédiaires de gestion, on a soustrait les salaires de la valeur ajoutée pour obtenir l'excédent brut d'exploitation. Donc, on a vraiment l'outil de production tel qu'il est constitué et sa performance économique. Eh bien, on voit que l'entreprise tout en faire a un ratio excédent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires de 5%, quand la moyenne du secteur est à 10%, et que le concurrent principal est à 8%. Alors, ça veut dire que là encore, l'entreprise tout en faire se situe en deçà des performances qu'on pourrait attendre de ce type d'entreprise. Et si on regarde le ratio bénéfice, donc résultat net sur chiffre d'affaires, eh bien là encore, l'écart se poursuit et on est à 1% pour tout en faire, 4% pour la moyenne du secteur et 3% pour le concurrent. C'est-à-dire qu'en gros, sur cet indicateur-là, du résultat net par rapport au chiffre d'affaires, tout en faire est 4 fois moins performant que la moyenne du secteur d'activité. Alors, quand le dirigeant a vu ça la première fois, autant vous dire que ça l'a fait un peu réagir.
côté douleur et orgueil. Et du coup, ça nous a aidé à faire bouger les lignes et puis à modifier un certain nombre de choses dans l'entreprise. Donc voilà, la comparaison, c'est toujours une très bonne source d'informations qui nous permet de savoir comment on peut faire les choses différemment. Alors quand on est affilié en franchise ou sur des systèmes de groupement d'achat avec des confrères qui utilisent aussi ou les mêmes approvisionnements ou les mêmes façons de travailler, eh bien là aussi, il est possible de se comparer entre entreprises si on est sur un état d'esprit plutôt de solidarité. Et c'est toujours intéressant d'aller chercher ces informations-là. Alors, sur ces soldes intermédiaires de gestion et les grandes masses de charges portées par les entreprises, on en arrive à la fin avec un résultat net de 10 000 euros. Ce qui va être intéressant maintenant de savoir, c'est est-ce que 10 000 euros, c'est bien ou pas? Alors, on a vu que si on comparait par rapport au chiffre d'affaires et par rapport à la moyenne du secteur d'activité, eh bien, ce n'était pas satisfaisant. Par contre, en termes de génération de trésorerie, par exemple, est-ce que déjà 10 000 euros, ça peut être significatif? Est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce que ça peut être satisfaisant? Alors, on pressent que 10 000 euros, ce ne sera pas forcément satisfaisant parce que ça semble un peu court, un peu faible en termes de valeur. Mais à ce niveau-là, il va être important de faire la distinction entre le résultat et l'évolution de la trésorerie. Entre le résultat d'une entreprise, son résultat net, son bénéfice ou ses pertes, et l'évolution de sa trésorerie, autrement appelée aussi évolution du cash flow ou voilà, le flux de trésorerie au sein de l'entreprise. Et en l'occurrence, dans les soldes intermédiaires de gestion, il y a des éléments qui viennent impacter ce résultat net, qui nous amènent à 10 000 euros au final, mais qui n'ont pas d'impact sur la trésorerie. Je pense en particulier à la dotation aux amortissements. L'amortation aux amortissements, c'est juste une écriture comptable qui permet de traduire, par exemple le vieillissement des installations, des outils de production. Donc, on traduit de manière comptable une érosion, une obsolescence, une usure, mais il n'y a pas de flux financier associé à ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas débourser. Il y aura un flux financier qui sera lié à un remboursement d'emprunt, par exemple, si on avait financé l'acquisition du bien avec un emprunt financier, mais c'est indépendant, c'est en parallèle de la dotation aux amortissements. Et en l'occurrence, si on avait acheté l'outil, la machine, le matériel avec nos propres deniers, avec l'argent sur le compte de l'entreprise, cash, pourrait-on dire, eh bien, on aurait toujours une dotation aux amortissements, mais on n'aurait pas à rembourser d'emprunt puisqu'on avait payé cash. Donc, il y a vraiment une dissociation à faire entre la dotation aux amortissements, qui n'est pas liée à un flux financier, et après les flux financiers éventuels qui sont liés aux emprunts. Alors, en termes d'indicateurs et de ratios financiers, il y a un élément classique qui est utilisé et qui vient prendre en compte la notion de charge calculée de la dotation aux amortissements. Et ce ratio, cet indicateur utilisé en finance est la capacité d'autofinancement, donc ce qu'on appelle la CAF. Et la capacité d'autofinancement, en fait, correspond au résultat net corrigé de la dotation aux amortissements. Puisque quand on a calculé dans son compte de résultat ou dans ses soldes intermédiaires de gestion, à un moment, on est passé de l'EBE au résultat d'exploitation, eh bien, on a soustrait la dotation aux amortissements. Or, cette dotation aux amortissements, comme elle n'a pas d'impact sur la trésorerie, eh bien, en fait, il ne faudrait pas la soustraire. Donc, pour ne pas la soustraire, eh bien, on la rajoute au résultat net et on tombe sur cette capacité d'autofinancement qui correspond à la capacité que l'entreprise a à générer de la trésorerie. Donc, en l'occurrence, pour tout en faire, cette CAF, cette capacité d'autofinancement, est de 60 000 euros, puisqu'il y a 10 000 euros de résultat net et il y avait 50 000 euros de dotation aux amortissements. Donc, quand on rentre comme ça un petit peu dans le détail, on se dit, bon, ben, finalement, l'entreprise est en capacité d'améliorer ou était en capacité d'améliorer sa trésorerie de 60 000 euros.
Donc ça, c'est une première information. C'est mieux que de se dire, bah, tiens, normalement, la trésorerie aurait dû bouger de 10 000 euros de la valeur du résultat net. Donc on voit déjà qu'il y a un écart entre les deux. Ceci étant dit, cette CAF qui donne des informations à l'expert comptable, qui donne des informations au banquier, est aussi limitée dans son approche, puisque même si elle vient permettre d'apporter un flux de trésorerie à l'entreprise, elle peut être utilisée à différentes fins, et notamment à la fin de rembourser des financements bancaires, des emprunts, des prêts. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a une CAF de 60 000 euros que son compte en banque va augmenter de 60 000 euros. Et c'est ce qu'on va voir justement dans le cas de l'entreprise Tout en Faire, qui, je vous le rappelle, sur son bilan, présentait au niveau de l'actif des disponibilités à 0 euros, c'est-à-dire un compte en banque vide, 0 euros sur le compte en banque. Alors, sur cette situation à 0 euros sur le compte en banque, on peut en déduire que peut-être la situation préalable était négative, que l'année d'avant, il y avait moins 60 000 euros et que grâce à la CAF, l'entreprise a pu équilibrer les comptes et arriver à zéro. Auquel cas, bon, finalement, la situation s'améliore. Ou au contraire, on peut se dire, la situation est quand même tendue parce que peut-être que la CAF n'est pas utilisée comme il faudrait. Et on va voir qu'on était justement plutôt dans cette deuxième option. Et pour aborder ce point-là, on va faire un petit tour du côté du bilan. Et je vous rappelle que le bilan, c'est un état financier, un état de synthèse qui décrit le patrimoine de l'entreprise et qui le décrit sous deux angles, sous deux aspects. Complémentaires ou symétriques, en miroir quelque part. Le premier aspect concerne les actifs, ce qu'on appelle les actifs. Et en fait, c'est la valeur comptable de ce qui appartient à l'entreprise et qui correspond à l'outil de production, aussi bien au niveau des machines que du stock, que du compte en banque, de la trésorerie, des disponibilités qu'il y a dans l'entreprise. Donc ça, c'est l'actif. Et au niveau du passif, eh bien, le passif représente l'origine des fonds qui ont permis d'acquérir l'actif. C'est-à-dire d'où viennent les finances qui ont permis d'acheter le matériel, qui ont permis d'acheter du stock et qui ont permis d'avoir un peu d'argent dans le compte en banque pour plus tard payer les fournisseurs, par exemple. Donc, le passif est constitué des dettes, ce que l'entreprise doit aux autres, donc aux autres, à l'État, aux fournisseurs et aux banques, parce que c'est eux qui amènent l'argent. Et puis les fonds propres, la richesse comptable des actionnaires, parce que les actionnaires au début avaient sans doute apporté de l'argent, peut-être sous forme de capital social ou autre. Et donc, ils sont représentés ou ils sont présents dans le passif. Et le passif rassemble l'ensemble des origines, de la source des finances qui a permis d'acquérir l'actif. Et c'est pour ça que de manière construite, obligatoire, eh bien, le passif est toujours égal à l'actif, puisque l'utilisation des ressources doit être égale à la somme des ressources selon leur origine. Alors, dans le cas de Tout en Faire, si on est sur l'année N, au niveau de l'actif, on a 150 000 euros d'actifs, on l'a vu tout à l'heure. Au niveau du stock et des encours de production, on a 50 000 euros. Et au niveau des créances clients, on a 600 000 euros. Donc, ça fait un total de 820 000 euros. Donc, 820 000 euros, c'est la valeur comptable de l'outil de production, en quelque sorte, de l'entreprise. Et on retrouve du côté du passif, sur la droite du tableau, des capitaux propres, c'est-à-dire ce qui appartient aux associés actionnaires, à hauteur de 175 000 euros. Des dettes financières, c'est-à-dire les emprunts bancaires en l'occurrence, pour 150 000 euros, et puis des dettes d'exploitation. Dans les dettes d'exploitation, il y a aussi bien des dettes fournisseurs que des dettes à l'État sous forme en clôture du bilan, la TVA, des charges sociales sur le mois précédent qu'il faut régler à l'État. Donc, il y a des dettes d'exploitation, on regroupe les dettes fournisseurs et puis les dettes à l'État. Donc, ça reste des dettes à court terme parce qu'il faut les payer rapidement, il faut les payer à moins d'un an en l'état. Donc, le bilan tel qu'il est présenté ici nous permet de voir d'où vient l'argent et comment il a été utilisé. Ça ne nous permet pas encore de voir comment ça a évolué et est-ce que la performance de l'entreprise ou est-ce que l'évolution de l'entreprise est sur le bon chemin ou pas.
Alors, si je représente de manière un peu plus graphique l'actif, les éléments de l'actif et les éléments du passif, on va avoir sur la partie gauche l'actif, donc en vert. Comment dire, les blocs sont proportionnels au montant, donc on a des immobilisations pour 150 000 euros, on retrouve les stocks pour 50 000, les créances pour 60 000, les zéros de disponibilité. Et donc, ce bloc-là, la somme du bloc actif est de même ampleur que la somme du bloc passif avec 175 000 euros de capitaux propres, 150 000 euros de dette financière et 475 000 euros de dette d'exploitation. Alors là encore, on a une information à un instant T. Ce n'est pas suffisant pour savoir ce qui s'est passé dans l'entreprise et du coup, après, anticiper sur ce qui va devoir se faire sur l'année à venir. Donc, on fait appel au bilan de l'année précédente pour voir l'évolution des différents éléments. Et en l'occurrence, si on regarde sur N-1, donc l'année précédente, on avait 200 000 euros d'immobilisation. Donc, on est passé de 200 000 à 150 000, c'est normal, il y avait une dotation aux amortissements de 50 000 euros. On observe au passage que l'entreprise n'a pas modernisé son outil de production, n'a pas fait d'acquisition nouvelle. Donc, l'évolution des immobilisations est juste liée aux dotations, aux amortissements. Donc, il n'y a pas eu de modernisation en l'état sur cette année-là. Les stocks sont passés de 30 000 à 50 000 euros. Les créances clients et les encours sont passés de 450 000 à 600 000. Donc là, on a une très grosse augmentation, 33% d'augmentation des créances. Et les disponibilités ont baissé de 70 000. Donc on avait vu tout à l'heure qu'à travers les SIG, soldes intermédiaires de gestion, on avait une CAF, une capacité d'autofinancement de 60 000 euros. Donc l'entreprise avait généré la possibilité d'avoir un cash flow positif de 60 000 euros. Il s'avère qu'au niveau du compte en banque de l'entreprise, des disponibilités, au contraire, elle a perdu 70 000 euros. Donc, il y a quelque chose qui s'est dégradé dans l'entreprise et on voit bien que déjà, il y a forcément un lien avec les créances clients qui ont consommé une partie de ces disponibilités. Alors, du côté du passif, eh bien, les capitaux propres, eux, ont augmenté de 10 000 euros entre N-1 et N, ce qui correspond au résultat de l'exercice. Les résultats de l'exercice sont toujours intégrés dans les capitaux propres. Alors, il peut y avoir d'autres éléments qui viennent faire fluctuer les capitaux propres. Ça peut être les acquisitions par augmentation de capital, cession de parts, voilà, diminution des capitaux, ça peut être des subventions. Voilà, il peut y avoir des provisions pour risques et charges. Il peut y avoir un certain nombre d'éléments qui viennent modifier les capitaux. En l'état, en l'occurrence, sur tout en faire, ce n'était pas le cas. Donc là, la variation des capitaux propres est exclusivement liée aux résultats comptables de l'entreprise. Les dettes financières ont baissé de 180 000 à 150 000 euros. Donc, ça veut dire que l'entreprise a remboursé 30 000 euros de dettes, a diminué ses emprunts de 30 000 euros. Et les dettes d'exploitation, elles, ont augmenté de 405 000 à 475 000 euros, donc plus 70 000 euros de dettes d'exploitation. Donc, ça veut dire en l'état que les fournisseurs ont été moins bien payés l'année N, puisqu'il y a eu une augmentation des dettes à régler, enfin des factures à régler côté fournisseur de 70 000 euros. Alors, quand on regarde notre CAF de tout à l'heure, de 60 000 euros, on se dit où sont passés ces 60 000 euros, puisque c'est ce que mathématiquement l'entreprise était censée avoir généré. Eh bien, en regardant l'évolution du bilan, aussi bien au niveau de l'actif et du passif, on va avoir une idée de où sont passés ces 60 000 euros. En l'occurrence, sur les 60 000 euros générés par l'entreprise, il y en a 20 000 euros qui ont été mangés par les stocks, puisque les stocks sont passés de 30 000 à 50 000. Donc, 20 000 euros possiblement générés par l'entreprise sur les 60 000 de CAF sont passés dans les stocks. Donc, il ne reste plus que 40 000. Et là, deuxième point, les créances clients ont monté de 150 000. Donc forcément, c'est de l'argent qui était censé arriver dans l'entreprise, donc un flux financier, mais qui est resté dehors, qui est resté chez les clients. Donc ça veut dire que sur les 60 000 qui sont devenus 40 000 suite à l'évolution des stocks, sur les 40 000 euros que l'entreprise pouvait générer en flux financier, eh bien, il y en a 150 000 qui ont été consommés par les clients. C'est-à-dire que l'entreprise, allègrement, a laissé 150 000 euros chez les clients.
Donc, sur les 40 000 générés, ça veut dire que l'entreprise se retrouve déjà en déficit de 110 000 euros. L'entreprise se retrouve en déficit de 110 000 euros parce que sur les 60 000 euros de cash flow, de CAF, de capacité d'autofinancement, 20 000 euros se retrouvent dans les stocks et 150 000 euros se retrouvent dans les créances clients. Qu'est-ce qu'on observe? L'entreprise a remboursé normalement ses emprunts. Donc là encore, on se retrouve avec une sortie de cash flow de 30 000 euros. Donc on était à moins 110 000 en déficit de trésorerie. On se retrouve maintenant à moins 140 000 en déficit de trésorerie. Alors les moins 140 000 euros, comment l'entreprise a été les chercher pour ne pas se retrouver en cessation de paiement, puis après éventuellement en redressement judiciaire? Eh bien, elle a pris sur son compte en banque. Donc sur les 140 000 euros de déficit, eh bien, elle a été chercher 70 000 euros de compte en banque, elle a vidé son compte en banque. Il lui manquait toujours 75 000 euros pour combler le déficit. Eh bien, les 70 000 euros, elle a été les chercher chez les fournisseurs. Donc, en ne payant pas les factures fournisseurs, eh bien, du coup, elle a pu compenser. Ce qui fait que mécaniquement, on voit que même si l'entreprise était mathématiquement et comptablement en capacité de générer 60 000 euros de cash flow, eh bien, la situation s'est dégradée très fortement, et en particulier parce qu'il y a eu un dérapage de la partie créance client. Alors, si on prend l'année N et qu'on compare, donc on a vu tout à l'heure la partie emploi stable, actif circulant, ressources stables et passifs circulants. On a deux notions qui sont intéressantes à considérer, qu'on va voir maintenant, qui sont le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Et le fonds de roulement concerne, alors je vais voir si je peux faire une annotation. Voilà. Donc, le fonds de roulement concerne l'écart qu'il y a entre les ressources stables et les immobilisations. Parce que les ressources stables sont des ressources financières sur lesquelles on sait qu'on peut compter pendant plusieurs années. Donc, on peut se permettre d'acquérir du matériel qu'on va utiliser pendant plusieurs années. Et l'idée, c'est d'avoir un fonds de roulement positif, c'est-à-dire d'avoir des ressources stables supérieures aux emplois stables. Et là, c'est le cas. On a cette partie-là. Le fonds de roulement va se retrouver ici. Le passif circulant et l'actif circulant, eux, vont avoir du coup un impact sur la génération de trésorerie, sur le cash flow. Alors, le fonds de roulement, la définition est celle-ci. Le fonds de roulement, c'est la somme des capitaux propres plus des dettes à long terme, moins l'actif immobilisé, on l'a vu sur le graphique tout à l'heure, et ça permet de comparer les ressources à long terme par rapport à l'utilisation, par rapport à l'emploi stable, l'emploi à long terme. Le besoin en fonds de roulement, lui, concerne les besoins financiers de l'entreprise pour son fonctionnement dans le cycle de production. En général, quand un client passe une commande, eh bien, l'entreprise va mettre en œuvre un cycle de production, que ce soit une production de produits ou une production de services, va peut-être acheter un certain nombre d'éléments, notamment les marchandises, les matières premières, des cahiers, des stylos, etc., l'électricité, donc matières premières et puis aussi une partie des autres charges externes, va devoir régler peut-être les fournisseurs, livrer le produit et attendre que le client règle de nouveau sa facture. Donc, le décalage dans le cycle de production entre ce que l'entreprise doit payer et le moment où elle retrouve de l'argent, tout ça va être illustré, va être représenté par le besoin en fonds de roulement. Donc, le besoin en fonds de roulement, c'est bien le décalage naturel entre les recettes, c'est-à-dire les rentrées d'argent, et les dépenses. Donc, le besoin en fonds de roulement, appelé BFR, c'est la somme des stocks, des comptes clients, et on soustrait les comptes fournisseurs, parce que les comptes fournisseurs, c'est ce qu'on a, c'est justement le délai que les fournisseurs nous ont accordé pour payer. Donc, plus le délai est important, moins on a besoin d'avancer de l'argent pour pouvoir remplir notre cycle de production. Donc, si on revient sur l'illustration de l'entreprise tout en fer, on a bien, alors là, ce n'est pas la représentation
exact de l'entreprise tout en fer, mais parce qu'il y a des disponibilités, ce qui n'est pas le cas pour l'entreprise tout en fer, et pour les besoins de l'animation, j'avais besoin de disponibilité. Mais ceci dit, là, la proportion garde la même logique, et on l'a vu, que le total de l'actif est toujours égal au total du passif. Donc, si on additionne les immobilisations, les stocks, les créances et les disponibilités, eh bien, on a une valeur qui sera égale à la somme des capitaux propres, des dettes financières et des dettes d'exploitation. C'est-à-dire que les immobilisations, les stocks, les créances et les disponibilités sont égales à la somme, ou la somme est égale à la somme des capitaux plus les dettes financières plus les dettes opérationnelles. Donc voilà, donc l'actif est égal au passif. Alors si on triture un petit peu l'équation et qu'en particulier on passe d'un côté les disponibilités, les dettes opérationnelles et puis les immobilisations, on voit que bien si on soustrait les dettes opérationnelles, les stocks plus les créances moins les dettes opérationnelles, donc on a passé les dettes opérationnelles du côté du bas de l'équation de l'égalité, on la passe en haut. Donc si on la passe de l'autre côté du signe égal, eh bien on met un moins pour un changement de signe mathématique. Et puis pareil, puisqu'on a passé de l'autre côté les immobilisations, on l'a passé de l'autre côté du signe égal, et bien on met un moins aussi. Donc on a les stocks plus les créances moins les dettes opérationnelles plus les disponibilités qui sont égaux. La somme est égale à la somme des capitaux, des dettes financières et des immobilisations. Alors là encore, si on retravaille un petit peu cette égalité et qu'on fait passer de l'autre côté du signe égal le bloc complet stock, créances et dettes opérationnelles, on a nos disponibilités qui sont égales aux capitaux propres, plus les dettes financières, moins les immobilisations, soustraits du bloc stock, créances, moins dettes opérationnelles. Et en gros, non, de manière très précise, c'est l'objet de ces mathématiques-là, eh bien, ça nous donne en égalité des disponibilités qui sont données par la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Donc, les disponibilités égales, alors, en termes de trésorerie nette, ça c'est dans le cas où le compte en banque reste positif, sinon ce serait une dette à court terme au niveau des banques, mais dans le cas où on est sur un compte en banque positif, c'est de la trésorerie nette. La disponibilité, c'est bien le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Alors, pour vous en convaincre, une animation à partir de ces blocs-là pour que vous puissiez voir qu'effectivement, si on réagence ces blocs selon cette formule-là, on retrouve bien l'origine des disponibilités. Par exemple, là, je déplace les immobilisations et je les soustrais à la somme des capitaux propres et des dettes. Donc, on a capitaux propres, donc on a cette partie-là, capitaux propres plus dettes égale immobilisation. Donc, moins les immobilisations, pardon, ça nous donne cette partie-là. Donc, ça représente capitaux propres plus dettes moins les immobilisations, c'est la partie qui nous reste. Ensuite, je replace les stocks et les créances pour qu'on arrive à la même hauteur et qu'on puisse comparer la hauteur des blocs. Voilà, donc stock plus créances et en cours. Donc, on sera sur la deuxième partie de l'égalité. Si on soustrait les dettes opérationnelles, donc soustrayons les dettes opérationnelles, les dettes d'exploitation, c'est la somme des dettes fournisseurs et des dettes à court terme à l'État, eh bien, cette partie-là, en fait, va compléter et ça représente notre BFR et ça vient compléter eh bien, ce qui va nous manquer pour trouver les disponibilités. Parce que si je place les disponibilités, juste, voilà, on retrouve ici les disponibilités. Donc, les disponibilités. Là, on a notre BFR. Et là, on a notre fonds de roulement. Donc, les disponibilités sont bien la différence entre le fonds de roulement
et le besoin en fonds de roulement. Donc, c'est ce qu'il revient de retenir de cette équation. Les disponibilités sont la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on revient à l'entreprise tout en fer? On l'a vu tout à l'heure. Alors, j'ai gardé les annotations des flux financiers tels qu'on les avait représentés tout à l'heure. Et je reprends la formule. Les disponibilités donc, sont égales à la différence entre le fonds de roulement et puis le besoin en fonds de roulement. Donc, la variation des disponibilités, étant donné qu'on n'est que sur des sommes et des soustractions, la variation des disponibilités, la variation de trésorerie est aussi égale à la variation du fonds de roulement moins la variation du besoin en fonds de roulement, donc la variation des capitaux propres plus la variation des dettes financières, moins la variation des immobilisations, moins le bloc des besoins en fonds de roulement, c'est-à-dire la variation des stocks, la variation des créances et la variation des dettes opérationnelles. Donc, on retrouve nos flux financiers, c'est-à-dire que la variation des disponibilités, c'est bien la variation du capital, donc on avait 10 000 euros, c'est bien la variation des immobilisations, c'est les 50 000 euros, c'est bien les 30 000 euros qui sont sortis du compte en banque parce qu'on a remboursé des dettes financières, les emprunts, donc c'est bien la variation des dettes financières. Et puis de l'autre côté, on a une augmentation du stock et des créances clients moins bien en fait, les fournisseurs, c'est un financement qu'on a été chercher chez nos fournisseurs. Donc, ça, c'est le BFR. Donc, on a bien moins ce bloc-là et on retrouve bien une variation de trésorerie de 70 000 euros. Donc, en gros, on retrouve l'origine de la dégradation financière de l'entreprise à partir principalement d'une dégradation du bloc créances et encours. Mais pas que, parce que la valeur des stocks aussi a augmenté de 20 000 euros. 20 000 euros par rapport à 30 000, c'est une dégradation de 66%. Donc, même si le montant il semble plus petit que celui des créances clients, en termes de proportion, il y a une forte dégradation de l'état des stocks. Ce qui fait qu'on a été puisé, je le rappelle, chez les fournisseurs pour compenser parce qu'on n'avait pas assez d'argent sur le compte en banque. Donc, on a retardé le paiement fournisseur. Et ce faisant, ça pose toujours la problématique de la confiance avec les fournisseurs et de la relation qu'on a avec les fournisseurs. Et si les fournisseurs ne sont pas payés, eh bien, l'entreprise se met aussi en vulnérabilité, en risque par rapport à des blocages de fourniture éventuels sur l'activité future. Alors, on a donc cette formule que maintenant vous connaissez par cœur. La variation de trésorerie, donc la variation des disponibilités, est bien égale à la variation des fonds de roulement soustrait de la variation du besoin en fonds de roulement. Donc, si on éclate la formule pour avoir tous les éléments, toutes les composantes du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement, on va avoir cette formule-là. Variation du capital plus la variation des dettes financières, c'est-à-dire si on rembourse les emprunts, la variation des immobilisations, c'est-à-dire les dotations aux amortissements et provisions et acquisitions éventuelles, parce que là, il n'y a pas eu d'acquisition sur l'entreprise tout en fer, donc la variation des IMO, c'est juste les dotations aux amortissements, mais s'il y avait eu une acquisition de matériel, il aurait fallu en tenir compte aussi. Moins la variation des stocks, plus les variations des créances et moins la variation des dettes opérationnelles. Alors là, en l'occurrence, on a dit la variation des capitaux propres correspond au résultat net parce qu'il n'y a pas eu de mouvement sur les fonds propres et pas eu de subvention. Donc cette partie-là, variation des capitaux propres et en particulier génération d'un résultat net, eh bien, c'est très en lien avec la rentabilité de l'entreprise. Et qui va avoir un impact sur la rentabilité de l'entreprise? Eh bien, toute l'équipe de production, en améliorant les SIG avec de meilleurs achats, en s'organisant différemment, en faisant un certain nombre d'actions qui vont permettre d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. La partie commerciale va avoir aussi un impact en développant les ventes pour absorber les coûts de structure fixe. Donc, plus l'outil de production a une charge de structure fixe, plus il va falloir développer les ventes pour absorber ces coûts de production et gagner en rentabilité. Donc, on voit que déjà, sur cette première composante du cash flow et de la génération de trésorerie, l'équipe de production et l'équipe commerciale a son rôle à jouer. Et j'ai ajouté aussi l'équipe RH, parce qu'il y a peut-être des gens à recruter, puis des gens à former. Donc, il y a tout un processus de formation interne aussi et d'organisation interne qui peut être en lien avec l'équipe RH. Donc, un premier aspect sur lequel une partie de l'équipe peut intervenir.
La variation des dettes financières, c'est typiquement lié à des décisions de financement qui sont propres à la direction. Donc, le gérant, la gérante de l'entreprise va définir sa politique de financement. Est-ce que c'est plutôt un apport capital, capitaux risqueurs? Est-ce que c'est en financement direct avec la trésorerie, donc on diminue les dettes financières? Est-ce que c'est au contraire en faisant appel massivement à la dette financière? Donc, ce sont des stratégies de financement qui sont décidées par la direction. Sur la partie variation des immobilisations, eh bien, c'est lié aux stratégies, à la stratégie d'investissement. Là encore, la direction va avoir son mot à dire, est impliquée, mais aussi toute la partie, toute l'équipe de production. De quels outils ils vont avoir besoin, quels sont les investissements futurs à prévoir, comment allonger la durée de vie du matériel, etc. Donc là encore, l'équipe de production a son mot à jouer. Variation de stock. Eh bien, c'est l'équipe de production et l'équipe achat qui va pouvoir jouer son rôle. Et puis, il peut y avoir aussi des formations internes. Donc, l'équipe RH peut très bien avoir des choses à faire dans ce domaine-là. Variation des créances. Eh bien, il y a les conditions de paiement négociées avec les clients. Et puis après, il y a le suivi des règlements. Donc, la partie administrative et financière de l'entreprise, donc le responsable administratif et financier en l'occurrence, doit suivre ça précisément. Donc, il y a vraiment un rôle du pôle administratif à jouer pour améliorer le volume des créances dans l'entreprise. Enfin, les dettes opérationnelles, et bien les conditions de paiement avec les fournisseurs et puis les conditions générales avec de règlement avec les fournisseurs, eh bien, sont en lien avec le département production et puis le département administratif également. Alors, au niveau de l'entreprise Tout en Faire, comment on a pris tout ça en compte, comment on s'est organisé? Eh bien, c'est très simple. Sur tous ces éléments qui constituent les composantes de la génération du cash flow, de la génération de trésorerie dans l'entreprise, eh bien, on a regardé qui pouvait faire quoi en termes de domaine d'activité par rapport à chacune de ces composantes. Donc, il y avait sur les composantes la rentabilité, le financement, les investissements, les stocks, les créances clients et les fournisseurs. On retrouve notre formule des disponibilités, de la variation des disponibilités ou du cash flow net. Et derrière, bien, la direction avait un certain nombre de décisions à prendre, donc choisir des segments porteurs au niveau de la clientèle, retravailler sur du haut de gamme pour avoir des meilleures marges, définir la stratégie de financement, report d'investissement qui était prévu N+1, c'était prématuré, ils ont préféré travailler au contraire sur des plans de maintenance pour diminuer à la fois le coût de la maintenance et de l'entretien, et puis décaler ces investissements-là. Et puis, au niveau des fournisseurs, mais il fallait retravailler la confiance fournisseur, donc beaucoup de négociations, de discussions, de présentations de plans à long terme pour rassurer les fournisseurs et convenir aussi d'un prévisionnel de paiement, parce qu'il y avait beaucoup de retard qui avait été pris sur le règlement des fournisseurs. Au niveau commercial, mais pareil, il fallait définir les politiques de prix, lancer les campagnes de prospection, donc un certain nombre de stratégies ont été décidées et mises en place. Et pour les créances clients, eh bien, il a fallu aussi choisir de se séparer de certains types de clients qui n'étaient pas en capacité de régler dans les délais. Donc, réorientation de la clientèle et puis aussi demande d'acompte supplémentaire en cours de processus de production pour pouvoir améliorer la trésorerie. Donc, un certain nombre de choses qui étaient gérées par l'équipe commerciale. Au niveau de la production, bien travailler sur la productivité, en particulier à partir du suivi des heures vendues, du ratio heure vendue sur heure passée, parce que si on vend 1 heure mais qu'on en passe 2, eh bien on travaille à perte. Donc l'idée c'est de vendre au moins les heures passées, c'est-à-dire que le ratio soit au moins égal à 1. Idéalement, il faut qu'on vende un petit peu plus que le temps réellement passé pour pouvoir avoir une marge de sécurité. Donc l'équipe de production a travaillé là-dessus en même temps qu'elle a travaillé sur les conditions d'achat et les tarifs. Il y a eu réorganisation de la production également, centralisation des achats, et puis amélioration des délais, en particulier en termes de fabrication et de pose, qui a permis aussi d'améliorer la satisfaction client et de développer les ventes à partir des clients pour qui le service a été considérablement amélioré. Donc voilà, un certain nombre d'indications et d'orientations qui ont été prises, aussi bien alors sur la partie financière, il y avait effectivement des relances qui ont été mises en place de manière plus stricte et plus régulière, de la facturage qui a été envisagé. Au niveau des fournisseurs, il y a eu des contrôles de factures parce qu'on s'est rendu compte que certaines factures étaient un petit peu en décalage avec ce qui était réellement livré. Et puis au niveau RH,
eh bien, il y a eu un recrutement d'un chargé d'affaires pour faire du développement commercial et un dessinateur pour intégrer une partie qui était avant en sous-traitance et l'intégrer en interne pour avoir des meilleurs délais de réponse et de disponibilité de cette partie dessin. Sur la partie revalorisation des marges, il y a eu aussi un calcul qui a été fait sur le calcul d'un coût de production, d'un coût horaire. Et en l'occurrence, on est parti sur l'hypothèse, enfin sur la base, ce n'était pas l'hypothèse, c'était la réalité, une équipe qui travaillait 35 heures par semaine, c'est-à-dire 7 heures par jour. On est parti sur cette base de 365 jours par an, avec les week-ends à soustraire, les jours fériés, les congés payés, des jours de formation, idéalement 5 jours par an, et puis un absentéisme par rapport à ce qui était observé dans l'entreprise. On est parti sur quelque chose de prudent, à raison de 10 jours sur l'année, ce qui nous donne un total de jours travaillés de 213 jours sur les 365 de l'année. Et au final, à raison de 7 heures par jour, ça nous donnait un volume d'heures travaillées par collaborateur de 1491 pour l'ensemble de l'année. Donc ça, c'est ce qui nous sert de base de calcul, parce qu'il va falloir diviser les coûts engendrés par la production par le nombre d'heures travaillées pour savoir combien coûte une heure. Et en l'occurrence, les coûts étaient ceux-ci. Il y avait les coûts directs des 7 personnes qui travaillaient en production. Il y avait 3 autres personnes qui étaient sur la partie encadrement. Et les budgets et salaires, voilà, le budget salaire et charges à hauteur de 245 000 euros. Et puis, il y avait d'autres charges directes, des charges de structure portant sur le matériel, l'entretien, les déplacements, etc., à hauteur de 105 000 euros. Ce qui nous donnait un coût horaire. Eh bien, on additionne les charges entre elles, et puis on divise par le nombre d'heures disponibles en appliquant un ratio d'efficacité de 80%, c'est-à-dire qu'on considère que les collaborateurs ne sont pas efficaces à 100% tout le temps, donc on fait un ratio de 80%, et puis on multiplie par 7 parce qu'il y avait 7 collaborateurs, et ça nous donne notre coût de production de 41,91 euros. Donc 41, quasiment 42 euros de l'heure en coût de production. Donc, l'entreprise a augmenté sa tarification dans son calcul de devis et a fixé le coût à 42 euros de l'heure, alors qu'auparavant, elle faisait ses calculs de devis avec 36 euros de l'heure dans ses estimations. Donc, rien qu'en changeant 6 euros de l'heure sur l'ensemble des collaborateurs présents et le nombre d'heures travaillées que ça représente, donc 7 collaborateurs à presque 1500 heures, ça fait un peu plus de 10 000 heures dans l'année, bien 6 euros de l'heure sur 10 000 heures de volume travaillé, bien ça fait une marge nette supplémentaire de 62 000 euros. Donc rien que ça a eu un effet important sur la rentabilité de l'entreprise. Et en l'occurrence, quand on regarde ce que ça a donné, l'impact, eh bien là je reprends les soldes intermédiaires de gestion. Là, on a les chiffres qu'on a vus depuis le début, c'était l'année N avec un résultat de 10 000 euros. Et bien sur l'année N plus 1, on a eu une augmentation drastique du résultat, c'était multiplié par 10, on est passé à 100 000 euros de résultat net. Et donc sur le ratio qui n'était pas très satisfaisant de 1% de résultat net sur le CA, on a multiplié par 5. Donc, je vous rappelle que la moyenne du secteur est en 4, on est passé au-dessus de la moyenne du secteur. Donc, avec un chiffre d'affaires qui a augmenté à 1,9 million au lieu de 1,2 million, tout ça parce qu'il y a eu une réorientation aussi de l'activité commerciale, de la valorisation des prestations, etc. Donc là, la situation s'est améliorée d'un point de vue rentabilité. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle s'est améliorée d'un point de vue de la trésorerie, puisqu'on sait maintenant qu'il y a toujours d'autres composantes qui viennent impacter la trésorerie et qu'un résultat net positif ne signifie pas forcément une augmentation de la trésorerie. Bon, en l'occurrence, vous vous doutez bien que j'avais quand même gardé l'œil sur cet aspect-là. Donc, on a fait en sorte d'améliorer aussi la trésorerie et on a travaillé là-dessus. Et donc, si on regarde le bilan que ça donnait en N plus 1, eh bien, on voit que la trésorerie, donc les disponibilités, effectivement, ont monté de 175 000 euros. Et de fait, là encore, résultat net
100 000 euros. Alors, si on prend la CAF, on ajoute les dotations aux amortissements, ça nous fait une CAF de 150 000 euros. Mais on voit qu'on est passé de 0 à 175 000 euros en trésorerie. Pourquoi? Parce qu'on a amélioré aussi les créances clients, c'est-à-dire qu'on a réussi à diminuer les créances clients alors que le chiffre d'affaires a fortement augmenté. Donc, ça veut dire qu'avec un même chiffre d'affaires, avant, on était sur 600 000 de créances pour 1,2 million de chiffre d'affaires. On avait 6 mois d'argent dehors. Là, on est passé à 3 mois et demi d'argent dehors, puisqu'on est passé à 1,9 million de chiffre d'affaires pour 550 000 euros de créances. Donc, la situation n'est pas encore parfaitement, totalement satisfaisante, mais elle a été largement améliorée et ça se voit de suite au niveau des disponibilités sur le compte en banque. Et ce qui a permis d'ailleurs, en parallèle, d'améliorer la situation avec les fournisseurs. Et en absolu, ça s'est amélioré un petit peu puisqu'on a gagné 25 000 euros, mais en relatif par rapport au volume de chiffre d'affaires, la situation s'est très, très fortement améliorée et la relation avec les fournisseurs a été particulièrement améliorée et renforcée suite à toutes les actions qui ont été convenues dans le plan d'action. Donc voilà ce que ça donne, un travail en équipe sur l'ensemble des indicateurs et l'ensemble des composantes du BFR et du fonds de roulement et du cash flow. Voilà comment ça peut avoir un impact à la fois sur la rentabilité et sur la trésorerie de l'entreprise. Alors, pour information, on a utilisé les indicateurs suivants. En rentabilité, on a utilisé l'indicateur de l'excédent brut d'exploitation sur le chiffre d'affaires. Les heures vendues sur les heures passées, comme je l'ai évoqué, et puis aussi le coût horaire, évoqué également. En trésorerie, on a regardé les créances clients en jour, on a regardé les créances clients en retard, donc parce qu'il peut y avoir des créances clients, mais si on a convenu un délai de 45 jours, c'est normal que les créances clients soient élevées. Ce qui va par contre être important, c'est de veiller à ce que les gens payeraient effectivement à 45 jours. On a regardé les dettes fournisseurs et puis la disponibilité, donc trésorerie sur le compte en banque. Toujours un œil dessus. Au niveau commercial, on a regardé le délai de réalisation des devis, la répartition des secteurs d'activité, et puis les 5 leviers marketing, générateurs de profit. J'ai enregistré un webinaire aussi qui est disponible sur YouTube. Vous pourrez le regarder également. Donc, ces 5 leviers sont le nombre de prospects, le taux de conversion, le panier moyen, le nombre de transactions, et puis le taux de marge. Donc, on a travaillé là-dessus. C'était nos indicateurs commerciaux. Et en termes de production, on a surveillé les stocks et on a surveillé les retards de fabrication et les retards de pose pour améliorer aussi la satisfaction et faire en sorte que les clients soient de plus en plus satisfaits. Alors, oui, pardon. Et au niveau RH, on avait aussi un regard sur l'absentéisme et les formations apportées aux collaborateurs. Alors, on avait pour chacun de ces indicateurs une cible. On avait une valeur qui nous permettait de savoir là où on était mauvais, si on était mauvais. Et puis, on avait la valeur actuelle qui était regardée tous les trimestres. Alors, tous les trimestres pour la plupart des indicateurs, et certains, c'était même tous les mois. Et par exemple, sur l'excédent brut d'exploitation sur le chiffre d'affaires, la cible, c'était 10%. On était mauvais si on était inférieur à 5. Je vous rappelle qu'on est parti à 5 au début sur l'année N. On est passé à 10. Donc, l'actuel en N+1, c'est 10. Donc, là-dessus, ça a bien évolué. Les heures vendues sur les heures passées, la cible était 1,2. Le mauvais résultat en étant inférieur à 1. Les choses se sont améliorées, mais l'actuel est encore insatisfaisant. Donc, il y a du travail à faire pour améliorer ce ratio-là. Et le coût horaire, donc la cible à 42. Alors, mauvais si c'est inférieur à 40. Et l'actuel, on est bien en prix de vente à 42 € de l'heure, en sachant que il y a deux choses. Il y a le prix vendu, 42, puis après, il y a le prix réel. Donc, il faut aussi actualiser les coûts de production et voir qu'en production, on n'est pas en train de déraper pour passer au-dessus de 42. Donc, voilà, il y a deux angles d'approche sur ce coût horaire. Au niveau de la trésorerie, bon, bien, on est sur des créances clients pareil. On n'est pas encore tout à fait bon, mais il y a des choses à améliorer, mais ça a progressé malgré tout. On l'a vu sur le bilan, avec notamment le volume des clients en retard qui a baissé, mais qui doit encore être travaillé. Rome ne s'est pas faite en un jour, et les disponibilités, bien sûr, ont augmenté de manière satisfaisante. Alors, 175 000 € sur le compte en banque pour un chiffre d'affaires de quasiment 2 millions, c'est encore un peu court, parce que ça fait quasiment qu'un mois de trésorerie d'avance. Donc, l'idée, c'est vraiment de continuer à renforcer ce niveau de trésorerie. Délai de réalisation des devis, la cible, c'est inférieur à 7 jours. On est mauvais à plus de 15 jours de réalisation de devis.
et pour l'instant, on était à 9 sur l'année N+1, il fallait continuer à l'améliorer. Donc, après, les secteurs d'activité, ça dépendait des secteurs, et puis les leviers, ça dépendait aussi des leviers. Au niveau des stocks, être inférieur à 50, l'actuel, 20 000 euros de stock sur la fin sur la clôture du bilan de N+1. Alors, c'est un peu court aussi par rapport au volume d'activité. Donc là, il y avait une réduction des stocks au niveau du bilan. Ceci dit, voilà, la vérité doit se situer entre 20 000 et 50 000 pour un fonctionnement confortable de la production, avec, là encore, bien, des valeurs cibles et des valeurs seuil pour les retards de pose, les retards de fabrication, pour l'absentéisme et puis pour la formation. Donc voilà un certain nombre d'indicateurs qu'on a utilisés avec l'équipe pour continuer à les mobiliser sur la performance financière de l'entreprise. D'autres ratios financiers qui auraient pu être utilisés peuvent concerner l'obsolescence des immobilisations, parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas eu de modernisation des immobilisations. On était sur des dotations aux amortissements exclusives, mais il n'y avait pas de remplacement de matériel. Donc, à certains moments, c'est intéressant de voir quel est le taux d'obsolescence de ces immobilisations pour pouvoir après moderniser l'outil de production à temps. La capacité de remboursement, c'est le volume des dettes financières par rapport à la CAF, donc par rapport à la capacité à générer du cash flow et à rembourser les dettes financières. Les dettes financières n'étant pas très élevées, on ne s'est pas concentré là-dessus, mais ça peut être un indicateur, un ratio intéressant dans d'autres entreprises. Et puis l'endettement financier, là encore, les dettes financières par rapport aux capitaux propres, ça, ce sont des ratios qui sont observés en particulier par les banques. Les banques ne veulent pas prêter trop par rapport au volume des capitaux propres. Donc là, ce n'était pas un souci sur l'entreprise, mais ça peut être utilisé dans d'autres situations. Donc voilà un petit peu le tour de piste. Alors, ce qu'il faut retenir de la présentation d'aujourd'hui, le message que je souhaitais vous faire passer, eh bien, pour améliorer la performance financière de l'entreprise, à mon avis, il faut vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire toute l'équipe, et en particulier l'équipe de direction. Si vous travaillez avec une entreprise peut-être à 10, 20, 30, 40, 50, 600 collaborateurs, les responsables ou directeurs de production, directeurs de commercial, etc., ça va être vos interlocuteurs privilégiés, mais orientez-les vraiment sur ces éléments financiers et en particulier toutes les composantes du cash flow. Autre point, faire du bénéfice, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc, ce qui compte avant tout dans une entreprise, c'est la trésorerie. On peut faire des résultats positifs et du bénéfice, mais si l'argent est chez les clients et qu'on ne peut plus payer les fournisseurs, l'entreprise peut être en cessation. Donc, c'est vraiment le plus important, c'est gérer la trésorerie. Le bilan nous donne une idée de la qualité de la gestion de l'entreprise et en particulier comment évolue le bilan d'une année sur l'autre avec l'évolution du fonds de roulement et l'évolution du besoin en fonds de roulement, du BFR, ainsi que de leurs composantes. Donc, quand on regarde ça, on voit si l'entreprise elle est bien gérée ou pas. Enfin, le compte de résultat et puis les soldes intermédiaires de gestion nous donnent des informations sur la rentabilité de l'entreprise à travers la marge brute, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation. Mais il ne faut pas confondre le bénéfice et le cash flow. Donc là encore, gardez un œil sur la trésorerie et ne pas confondre bénéfice et cash flow. Les comparaisons sectorielles, à mon avis, c'est vraiment essentiel parce que ça nous challenge et puis ça nous amène à améliorer notre organisation parce que quand on voit que le copain d'à côté fait mieux, on se dit comment il fait. Alors, il y a des fois, il ne sait pas calculer aussi, hein, donc il peut très bien se tromper. Donc, il faut garder du recul par rapport à ça. Mais ceci dit, c'est toujours intéressant d'aller se comparer à ce qui se fait à côté. Et puis, piloter efficacement l'entreprise suppose de suivre les bons indicateurs. Donc, il faut construire et mettre en place les plans d'action adéquats à partir des bons indicateurs et c'est comme ça qu'on améliore la performance financière de l'entreprise. Voilà en substance l'information et les concepts que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et pour conclure, bien, je vous invite bien sûr à construire votre plan d'action pour l'année à venir en particulier, en vous basant sur les finances et puis en mobilisant vos équipes sur ces finances. Je vous invite déjà à réfléchir à une liste de 5 actions que vous devez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui, dès cet après-midi. Et puis, si vous avez des questions ou des réponses, bien, vous pouvez les poser sur le module questions ou réponses ou sur le chat, mais je suis aussi à votre disposition par la suite, après ce webinaire, en particulier, via l'adresse mail qui s'affiche
où vous pouvez me contacter à votre convenance. Je vous remercie en tout cas pour votre participation ou votre connexion aujourd'hui et votre intérêt sur le sujet. Je vous souhaite de bien travailler les finances et de bien mobiliser vos équipes sur ce sujet-là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.